Marie Cosnay est traductrice de textes antiques, écrivaine et activiste auprès des exilés. Elle a écrit de nombreux romans et récits documentaires tels que Des îles 2021-2023, publié aux éditions de l'Ogre, sur les conséquences de la politique migratoire en Europe. Après sa traduction des Métamorphoses d'Ovide en 2017, elle prépare une nouvelle traduction de la nature des choses de Lucrèce. Lundi 16 mars 2026, Marie Cosnay a été à la librairie Ombre Blanche pour une rencontre autour de Le tourbillon des choses en traduisant des Rerum Natura de Lucrèce, paru aux éditions de l'Ogre, organisée dans le cadre de la Semaine de l'Antiquité en partenariat avec l'association de la région toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes, Artella. À travers l'étude de quelques vers, voire d'un simple mot, Marie Cosnay interroge l'entreprise extraordinaire de Lucrèce consistant à révéler au lecteur la nature du monde et des phénomènes naturels. L'échange était conduit par le libraire Joël Rénal. Bonne écoute. Bonjour à tous. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette première rencontre de la Semaine de l'Antiquité, organisée par l'Artella, l'association de la région toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes, en collaboration et en partenariat avec la librairie Ombre Blanche, bien sûr, que je n'oublie personne, avec le cinéma Utopia Bordeaux Rouge, avec le musée Saint-Raymond et avec l'association Périple, qui est une association d'étudiants de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Donc l'Artella a comme objectif de défendre l'enseignement des langues anciennes dans le secondaire et dans le supérieur et de promouvoir la culture antique pour un public plus large. Donc tous les ans, nous organisons cette semaine de l'Antiquité et je vais vous en rappeler ou vous en donner brièvement la programmation en essayant de rien oublier. Donc après la rencontre d'aujourd'hui sur la ensuite, demain, mardi 17 mars à 20h, il y aura une projection du film Ulysse de Mario Camerini datant de 1954 avec Kirk Douglas, suivi d'un débat au cinéma Utopia Bordeaux Rouge. Jeudi, à la librairie Ombre Blanche, bon, je vais un peu me présenter moi-même, mais c'est moi qui assurerai une conférence dont le titre est volontairement mystérieux, Merveilles et grandes oreilles, regard grec sur l'Inde, donc ici même jeudi à 20h. Et vendredi 20 mars à 17h, mais sur inscription, dans l'auditorium du lycée Fermat, une conférence de Mathieu Scapin, qui travaille au musée Saint-Raymond, qui s'intitulera « Exposer l'ailleurs, les ailleurs au musée Saint-Raymond ». C'est en lien avec la future exposition Gaulois mais romains qui aura lieu au musée Saint-Raymond. L'ailleurs, puisque le thème de notre semaine de l'Antiquité, qui est toujours le thème au programme des classes préparatoires aux grandes écoles, c'est donc cette année l'ailleurs. Donc la première rencontre accueille Marie Cosnay, qui a écrit de nombreux romans, des récits documentaires, qui a publié récemment aux éditions de l'Ogre Des îles 2021-2023, une trilogie consacrée aux conséquences de la politique migratoire européenne, qui en 2017 a fait une traduction des Métamorphoses d'Ovide et qui donc prépare une nouvelle traduction du De Rerum Natura de Lucrèce. Et le livre dont elle va nous parler aujourd'hui, qui s'intitule Le tourbillon des choses, donc, si j'ai bien compris, est une sorte de carnet de traduction qui se demande comment aborder la traduction d'un texte aussi étudié que celui de Lucrèce. Et donc, carnet de traduction, étude de quelques vers, d'un mot, pour aborder les grandes questions posées par ce texte. Donc, personnellement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque je travaille aussi beaucoup sur la traduction. Voilà, donc j'ai terminé pour la présentation de la Semaine de l'Antiquité, et je donne la parole. Merci. Et même doublement merci, puisque vous avez tous fait l'introduction. Donc moi, il ne me reste plus qu'à saluer Marie Cosnay, la remercier d'être venue, vous remercier d'être venue vous, et peut-être remercier aussi les gens qui sont en train de nous écouter. On va se faire de la science-fiction dans quelques semaines sur un des podcasts que nous diffusions régulièrement. Si c'est votre cas, merci. Bonjour au futur. Bonjour au futur, exactement.
Je crois que oui, notre interlocutrice, elle a tout dit. Donc, Marie Cosnet, vous êtes une femme très, très occupée, vous êtes écrivaine, multipubliée, vous êtes militante pour l'accueil des migrants, le soutien aux exilés, vous êtes professeure et vous avez donc publié Le tourbillon des choses, qui est un livre que vous avez, un objet que vous avez écrit, tout en traduisant des Rerum Natura de Lucrèce. Donc, vous parliez de carnet, comment vous dites, de carnet de traduction. Et voilà, donc j'hésitais à parler avec vous d'abord de l'activité de traductrice, ou d'Ovide hier, de Lucrèce demain et aujourd'hui. Et puis j'ai repris votre livre et à la page de garde, la deuxième de couverture, vous dites, pour parler de ma traduction, je dirais que je fais d'abord tout pour ne pas comprendre, ou plutôt pour ne pas comprendre trop vite, ne pas me précipiter pour courir au sens attendu, lu et relu et transmis par la tradition. Cela permet des surprises et de nombreuses questions. Donc, autant commencer par là, par la traduction. Qu'est-ce que c'est J'ignorais que nous aurions un public aussi spécialiste, donc ma question va en ennuyer beaucoup. Mais moi, j'ai envie de savoir, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, ça fait quelle impression de traduire du latin ? Alors peut-être je commence par ce que vous avez dit au début, oui. C'est-à-dire je fais tout pour ne pas comprendre, ou plutôt pour ne pas me précipiter sur la compréhension, en fait. Alors je me précipite quand même trop, c'est ça le truc. Parce que l'idée, c'est pas de rester sans comprendre. Évidemment que ça va être pour comprendre, mais déplier le texte pour lui redonner le sens qu'on découvre tout en faisant, permet en fait d'éviter tout un tas d'écueils et d'éviter aussi de se précipiter sur un sens qui est attendu, qui est en effet celui de la tradition. Non pas pour aller contre la tradition systématiquement, bien au contraire, souvent on y revient, mais pour explorer en fait ce que ça permet en fait, ce mouvement-là. Et après, vous me dites, qu'est-ce que ça fait de traduire ? Eh ben, c'est long. C'est long. Alors, c'est très long. J'ai commencé, en vérité, j'avais un petit peu commencé, peut-être il y a... Après Ovide, parce que j'ai passé beaucoup de temps à traduire Ovide, que j'ai traduit dans des conditions très très différentes. Il a été publié en 2017, les Métamorphoses sont publiées en 2017. Et après ça, je suis un peu en manque de traduction. Donc je commence un peu avec Virgile, pas mal, bon, pour le plaisir comme ça, et puis Lucrèce. Et Lucrèce, je trouve que ça me résiste beaucoup, beaucoup. Ça résiste, de toute façon, ça continue à résister. C'est pas fini. Au moment du confinement 2020, je traduis toute la fin du chant 6, c'est la peste d'Athènes, racontée par Lucrèce. Et qu'est-ce que c'est une pandémie, une épidémie, etc. Et c'est en commençant par la fin, donc après je redéplie. Donc depuis j'y suis, j'ai pas fait que ça, mais j'ai fait beaucoup quand même de traduction depuis 2020. Et voilà. Et c'est parce que ça me résistait, je pense, que j'ai eu que j'ai fait le pari, ou que je me suis posé ça comme un défi, mais pas seulement un défi pour l'amusement, mais aussi pour la pensée, en fait. Je ne vais pas y arriver, donc je vais y arriver. Voilà, donc un peu de... c'est trop difficile pour moi, donc il faut le faire. Voilà, quelque chose comme ça, parce que c'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Je pense que vous le savez tous. Donc, c'est difficile, voilà. Dans le sens où c'est un auteur particulièrement difficile à traduire. En tout cas pour moi, parce que ça demande des compétences aussi philosophiques, en fait. Oui. Que lorsque j'ai commencé la traduction de Lucrèce, je n'avais pas, et que je n'ai sans doute toujours pas complètement. De toute façon, c'est Maillot de Bollac, philologue qui a beaucoup travaillé sur Lucrèce, qui a dit on n'aurait pas il n'y a pas assez de la vie d'un être humain, en fait, pour lire les études lucrétiennes. Donc, même si on y passe notre vie, on est quand même très, très en peine et très en retard sur le travail
fait sur Lucrèce. Donc un peu plus, un peu moins, je me suis lancée. En toute illégitimité, mais avec un immense plaisir. Pourquoi en toute illégitimité? Ah ben c'est pas grave. Hein. Non, je n'ai pas dit que c'était grave, je demandais juste pourquoi. Mais parce que justement, le temps de vie passé à lire les études lucrétiennes, à lire ce qui a été dit, ce qui a été fait sur Lucrèce, ce temps-là, je ne l'ai pas... je n'ai pas fait ce travail-là. J'en ai fait beaucoup, mais je n'ai pas fait ce travail-là. En revanche, j'ai passé un temps fou à lire et à relire son latin, bien sûr. Mais en même temps, si j'ai pas noté je pensais pas que vous sentiez illégitime, donc j'ai pas noté la citation. Vous dites bien qu'il est question de permettre, si je me souviens bien, de Lucrèce. C'est Mayotte qui le dit, Mayotte Bolac, qui a écrit dans De la raison des choses. C'est son texte de philologique en fait sur le De Rerum, et elle le dit. Elle parle il faut rendre Lucrèce au professeur de latin. Enfin, elle parle comme ça en fait, parce que il a été tellement Lucrèce sorti en fait des études générales, parce qu'il a été tellement... c'est vraiment une matière tellement spécialisée, en vrai, que... voilà, donc je me suis appuyée sur cette déclaration, cette phrase dans la préface de Mayotte Bolac pour me dire, bah oui, en fait. Moi, il me semble avoir lu quelque part qu'un des projets, c'est de rendre une lecture, au contraire, naturelle, normale, comme prendre votre Lucrèce, comme vous prendriez un roman. Bien sûr. Ok. Et donc, spécialement Lucrèce, à cause de la difficulté, bon, j'imagine qu'il y a quand même, d'autres... Après, c'est super beau. Qu'est-ce qui vous a parlé le plus là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que ça allait être Lucrèce et pas un autre? Bon, il y avait l'actualité, j'imagine bien, au moment du confinement. Oui, après, c'est des hasards aussi, c'est des rencontres. Après, une fois qu'on est dedans, on veut comprendre, en fait. C'est justement parce que ça résiste qu'on veut comprendre. Et puis, il y a des moments où on souffre, mais il y a des moments où c'est vraiment... un immense plaisir. Il y a des passages. Alors, je peux le dire, il faudrait que je sois un peu précise pour donner un exemple peut-être de ça, pour que ce soit concret et pas simplement... alors, comment dire, Lucrèce, il raconte, comme son nom l'indique, comme le titre l'indique, la nature des choses. Donc, de quoi les choses sont-elles constituées et qu'est-ce que c'est qu'une chose, en fait? Donc, les corps... quels que soient les corps, mais les corps, ça peut être l'âme, c'est un corps, les rochers, la nature, l'eau, enfin absolument tout, les corps humains, le doigt, enfin tout, ce sont des corps composés d'autres corps. Et les premiers corps qui composent les corps, on les appelle alors, on peut traduire atomes, en latin c'est primordia rerum, les morceaux premiers au neutre des choses. Donc, ceux qui composent, en fait, les choses. Voilà. Et ces morceaux premiers des choses, ça va être la seule chose qui est éternelle, qui ne se décompose pas, etc. Tout le reste se décompose, en fait. Et les morceaux, la matière, alors imaginez-le comme vous voulez, la matière, et les morceaux premiers des choses. Voilà, ça, c'est comme ça. Et il va décrire, grâce à ça, et puis il va dire que donc les corps qui sont formés de ces corps premiers, eux, se décomposent, vont perdre des morceaux de corps et vont en récupérer. Donc rien ne revient jamais au rien, complètement, mais rien ne naît non plus jamais du rien. Alors, il y a cette espèce de continuité comme ça, des corps qui vont s'amaigrir, s'amincir pour se renflouer après. Voilà. Et ça, c'est vrai pour tous les corps, que ce soit le soleil, que ce soit... Enfin, tous les corps, il n'y a pas de corps immuable. Même le feu, c'est fait de particules, même la poussière, enfin, absolument tout. Et alors, il y a ce truc, pour moi, qui a été un immense plaisir, de voir que tous les corps, alors disons le corpora, tout ce qui est chose, en fait, tout est au même niveau. Tout est absolument au même niveau, en fait. Il n'y a pas d'hégémonie, en fait, de certains corps, en fait. Ce n'est pas le cas. La poussière, mais le soleil aussi, mais l'être humain, mais un organe, viscère, absolument tout, en fait. Et donc... voilà, donc c'est pour ça que je disais que ça résistait, que c'était pas facile, parce que tout ça est très abstrait, voilà. Et parfois,
à l'intérieur de ce poème philosophique, abstrait, de cette épopée, c'est une épopée du savoir, on peut dire comme ça, à l'intérieur de cette épopée du savoir, parfois, il y a une scène. Alors, par exemple, à un moment, il imagine que le monde s'écroule. J'ai pris ce passage pour le lire éventuellement. Et on voit le monde s'écrouler. À un moment, il imagine que la maman vache cherche son veau et elle va pas il veut dire par là qu'elle ne va pas le confondre avec n'importe quel veau. Ça veut dire que chaque corps, il est unique, enfin en tout cas singulier. Et là, on voit une maman privée de son bébé veau et on n'est plus dans une épopée du savoir, mais dans un champ de douleur, en fait, et de deuil. Alors, il y a plein de moments qui sont où sa manière assez tendue d'écrire et assez concise, avec très peu de mots, mais très souvent répétés, un peu martelés, un peu comme ça, très souvent, cette manière-là, avec ou contre sa propre façon d'écrire, devient lyrique, en fait. Alors qu'il il est tout le contraire du lyrisme, en fait. Mais cette façon-là qu'il a de déployer quand même, et d'essayer de tout dire, de ce qu'on peut dire en faisant des hypothèses, et si, tout le temps un exemple de plus, un exemple de plus, un exemple de plus, et ben ça devient en fait quelque chose qui est, quand je dis lyrique, je veux dire très simplement, qui nous emporte en vrai, on s'arrête pas. Et je trouve, et ça c'est, bon, pardon, peut-être je sais, mais c'est passionnant. Du coup, ça me fait penser, ce que je dis là, que il passe son temps à nous dire que les corps, il y en a un certain nombre et pas un nombre infini. Non, le nombre est infini puisqu'il se renouvelle, mais enfin, les formes sont finies. On ne peut pas en avoir de n'importe quelle forme, des corps. Donc, il passe son temps à poser les limites, ce qui commence et ce qui finit, la mortalité, etc. Donc, il parle du fini, de la limite. Pour autant, il est, je ne sais pas consciemment ou pas, enfin, en tout cas, mais quand on le lit, toujours en train de déployer du plus, de l'augmentation, comme si cette augmentation, ce toujours plus, en fait, dans les exemples, par exemple, ou dans les contradictions, dans les hypothèses qui contredisent ce qu'il est en train de dire, en fait, nous proposer, alors même qu'il pose que la nature des choses est finie, achevée, mortelle, nous proposer le contraire, en fait. Et ça, c'est peut-être des exemples après, s'il faut, mais je trouve que ça dit bien pourquoi ça répond à la première question. Oui, tout à fait. Pourquoi ça m'a tenu et pas lâché. Mais en fait, si vous voulez lire un exemple maintenant, c'est parfait, parce que là, moi, je saute plus loin aussi. J'ai une question qui va pile juste après ce que vous dites. J'essaie de trouver un exemple de ce que je vient de dire là, savoir fini, infini, ou les hypothèses contradictoires, alors même qu'il nous dit une chose, on voit le contraire. Et je pense c'est un peu anecdotique, hein, parce qu'on pourrait trouver mieux, mais je pense il nous explique en fait que les corps chutent, mais qu'ils ne montent pas. Hein, ils ne font pas ce mouvement d'ascension, mais en revanche, ils chutent. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'on a tous les souvenirs de ça, qu'ils chutent parfois avec un petit clinamen, une petite déclinaison à un moment, qui fait que c'est comme ça que c'est ça la liberté en quelque sorte. Où il y a voluptas, la volupté, donc le désir, qui va rencontrer la volonté, qui fait que les corps peuvent se rencontrer eux-mêmes. Donc bon, les corps chutent, et ils ne montent pas. Mais, au moment où il dit ça, il nous les montre qu'ils montent, les corps. Alors, c'est ça que je vais essayer de chercher. Je crois que je l'ai. C'est tout court. Hein. Voilà. Donc, il nous explique ça. Hein. Donc, les corps ne montent pas. Hein. Je le lis en français. Pourtant, nous n'en doutons pas. Les poids, avec ce qu'il y a en eux, sont emportés vers le bas par le vide vacant. Et en plus, on n'en doute pas. Et puis, tout de suite après. Quand les feux sautent sur les toits des maisons, d'une flamme rapide lèche madriers et poutres, ne pas penser qu'ils le font d'eux-mêmes sans une force au-dessous. Du même genre,
De notre corps, le sang émis, bondit, brille, disperse son jus. Tu ne vois pas avec quelle force l'humeur de l'eau crache madriers et poutres? Plus nous pressons, droit, à toute force, plus nous appuyons dur, plus l'eau désire les éloigner dans les hauteurs, les expédier, si bien qu'une moitié au moins surgit, saute au dehors. Donc là, on a bien vu, les poutres, les madriers, le feu et le sang allaient tous vers le haut, en fait. Alors que juste le vers d'avant, on nous dit... Bon, voilà, mais c'est presque anecdotique, mais c'est pour dire que c'est toujours un peu comme ça, en vrai. C'est-à-dire qu'il va épuiser l'expérience de ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut faire avec les mots pour nous expliquer sa théorie, son de principe, en fait. Les corps tombent, mais pour autant, il va nous déployer toutes les hypothèses possibles et contraires. Et ça je trouve ça assez passionnant. Et ça, si on le retrouve aussi à grande échelle. Par exemple, tout le poème de la nature des choses, c'est dire que les dieux n'existent pas et que la mort n'est pas à craindre, parce que quand elle est là, on n'y est pas, et quand on y est, elle n'y est pas. Donc, et les dieux n'existent pas. Or, on commence le poème par la fameuse ode à Vénus, voilà, et on termine le poème par une description extrêmement longue de la peste d'Athènes, où on voit les corps en prise avec l'angoisse, en fait. D'ailleurs, il dit anxious angor, donc 2 fois, parce que anxious, c'est comparatif de l'adjectif qui veut dire angoissé. Du coup, l'angoisse angoissée, en fait. C'est le même mot, en vrai. Anxious et angor, on entend le même radical. Du coup, si on veut traduire l'angoisse angoissée, moi j'ai traduit l'angoisse des angoisses. Voilà, donc tout ça pour nous dire qu'il ne faut pas s'angoisser. Il ne faut pas avoir peur, mais il a peur quand même. Je sais, alors, on ne fait pas faire la psychologie de Lucrèce, il y a plein de gens qui l'ont fait, mais ce n'est pas le projet. Et puis, moi, en fait, le fait que le poème se termine sur la description de la décomposition des corps, oui, ça nous angoisse, mais en réalité, on a vachement psychologisé ça en disant, bon, peut-être qu'il n'a pas achevé son truc, peut-être que le poème n'est pas achevé, peut-être que, en fait, c'est quelqu'un d'angoissé, contrairement, il n'est pas épicurien, il nous dit qu'il nous raconte le poème d'Épicure, mais c'est pas vrai, etc. Ou on a dit aussi, c'est un poème de circonstance, qui est possible d'ailleurs, on s'en fiche un peu d'ailleurs, que ça lui ait été commandé, etc. Ou alors, l'autre hypothèse, c'est quoi? Ah oui, il était fou, il est devenu fou. C'est une hypothèse qui a eu ses heures de gloire, mais en réalité, la décomposition des corps, c'est normal. Enfin, c'est ça qui nous dit tout le long du poème, en fait. Parce qu'en fait, c'est complètement anachronique ce que je veux dire, mais c'est un matérialiste. Oui, non, c'est vrai. Et donc, la décomposition des corps, ça fait partie des choses. Exactement. Il devait y avoir des savants qui s'en occupaient à l'époque déjà, que c'était bien. Oui, exactement. Alors, c'est assez voisin, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est une des choses qui m'a le plus fasciné dans votre carnet de traductrice. C'est une notion que vous développez qui m'a paru capitale, c'est cette idée de mode multiple, de penser en mode multiple, et je trouve ça complètement fascinant et d'une modernité assez, presque même postmoderne, quoi, en fait. Quoi. C'est des, vous cherchez où c'est Oui. Ah, j'ai pas la ref, attends. Ça revient plusieurs fois. Oui, parce que c'est pas de moi le mode multiple, là, c'est Épicure. C'est là où j'ai besoin de mon petit support. Alors, le mode multiple, j'ai mal fait. Ah non, j'ai pas noté la page, mais c'est au tout début. Ça doit être dans le premier chapitre. Je l'ai, oui. Oui, en fait, le contexte, c'est Épicure qui écrit la lettre. Un des textes qu'on a d'Épicure, c'est la lettre à Phitoclès. Voilà. Alors, peut-être, je mets en scène, dans ce petit carnet de traduction, donc, comment je traduis. Et un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout spécialiste, ni de Lucrèce, encore moins d'Épicure, c'est évident. Et encore moins de la philosophie, et encore moins de la philosophie épicurienne. Pour autant,
voilà, je lis. Alors, j'écris au tout début, en effet, je peux lire le début? Oui, oui. Je réécris peut-être un peu l'histoire en disant que c'est le moment où j'ai levé le nez. J'avançais sur le chemin tracé par Lucrèce. Et je peux vous dire que j'avançais vraiment précisément le nez sur le texte. Les hypothèses sur la manière dont se sont créées les choses s'exposaient. Le nez collé au texte, parfois je ne savais pas ou plus ce que pensait de ces successives hypothèses de Lucrèce lui-même. Laquelle allait-il bientôt nier, refuser? Qu'est-ce que le texte choisissait? Tout se passait comme si les hypothèses rejetées au bout du compte étaient tellement développées qu'elles laissaient une trace, une sorte de traîne de feu qui n'était pas près de s'éteindre, ce que j'essayais de vous dire. C'était le cas ici au début du chant 3 où je lisais ensemble l'horreur et la volupté. J'ai levé le nez. Sur quoi? Il était temps que je m'intéresse à la figure des figures, au type, au grec, celui qui le premier, comme disait Lucrèce, avait fait la lumière et éclairé les bonheurs de la vie. Alors, ce gars-là, évidemment, c'est Épicure. Le contexte. Phytoclès demande à Épicure un résumé facile de ce qu'il faut savoir sur les phénomènes célestes. Donc ça c'est le contexte. Phytoclès veut que ce résumé s'adresse aux gens instruits en physique, un lectorat ou auditoire avisé, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas le temps de s'instruire, ces derniers pouvant se référer à ce résumé. Et voici un extrait de la lettre d'Épicure, dans la traduction de Jean Bollack, qui en a proposé un commentaire. L'étude des phénomènes célestes est différente de celle des autres problèmes physiques, mais vise le même but que celui des autres connaissances, la tranquillité, qu'on pourrait traduire la sérénité, qui est en grec ataraxia. Alors, le petit bout, je ne vais pas vous lire la lettre d'Épicure à Phytoclès, mais je lis la fin de la lettre, et il dit tout alors a lieu sans heurts en toute question élucidée selon le mode multiple en accord avec le visible. On ne peut quand même pas dire n'importe quoi, il faut que ce soit en accord avec le visible. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'évidence soit niée. Bon. Quand on laisse en place avec soin ce qui à propos de celui-ci est dit de façon convaincante. Mais quand on laisse un point et que l'on rejette l'autre, alors qu'il est tout autant en accord avec le visible, il est clair qu'on est exclu aussi de la science des substances et que l'on sombre dans le mythe. Le débat à propos, alors ça c'est moi qui dis, fermez les guillemets, le débat à propos des phénomènes que je ne peux observer moi-même, ceux qui ne sont pas d'un accord simple avec le visible, doit être mené selon le mode multiple. Il ne faut pas rejeter une théorie pour une autre si elles sont toutes deux convaincantes. Ce serait arbitraire, on tomberait dans le mythe, c'est-à-dire dans une explication autoritairement unique. Voilà. Je conclue le petit passage en disant « Je comprenais de mieux en mieux ma difficulté à suivre sur certains phénomènes non préhensibles par les sens, la pensée de Lucrèce. » Mais en réalité, ce mode multiple, il est tellement intéressant politiquement aussi, en fait. Enfin, d'un point de vue philosophico-politique, pour le dire très vite. Est-ce qu'à un moment, vous évoquez justement la portée politique, pas au début, parce que je crois qu'au début, je n'ai pas tout à fait compris. Art poétique, art politique, je ne suis pas sûr d'avoir très bien... Je peux expliquer. Ouais. Mais à un autre moment, vous parlez justement de la concorde nécessaire entre les hommes, entre autres par le biais de l'amitié, de la vertu de l'amitié. Et j'ai eu l'impression que ça résonnait complètement, ce que vous dites, cette histoire de mots multiples là, à ce moment-là. Oui. Et donc, art poétique, art politique. Ah oui, bon, peut-être que j'ai appelé ça un peu de manière, peut-être un peu, pas volontairement provocatrice. En même temps, il était un peu pamphlétaire aussi, j'ai l'impression. Parce qu'il y a des moments où il y a des prises de position assez sur l'inanité de tel mode de pensée ou Ah oui, il se paye tous les présocratiques, il y en a pas un qui résiste, mais ça, c'est pas lui. En fait, c'est Épicure. Lui, il dit qu'il déploie en latin, en langue latine, dont il n'arrête pas de dire qu'elle n'est pas du tout armée pour travailler la philosophie comme le grec. Bon, mais il le fait mais là aussi, il se contredit, puisque c'est ce qu'il est en train de faire, disant qu'on ne peut pas le faire, mais il le fait.
Mais en fait, il déploie la pensée. En tout cas, il nous dit qu'il déploie la pensée d'Épicure. Il n'y a pas de raison de ne pas penser que c'est ce qu'il fait, en fait. Il n'y a aucune raison de penser le contraire. Il n'y a pas non plus de raison de penser que c'est un épicurien convaincu, etc. C'est une façon... C'est ce qu'il y a sur le marché, Épicure aussi, en fait. On est au 1er siècle avant, Jésus-Christ. Ça fait partie... C'est une philosophie. Et Memmius... Parce que Memmius, on pense que c'est le commanditaire. En fait, il s'adresse toujours, Lucrèce, il s'adresse à quelqu'un qui s'appelle Memmius, et il lui parle en fait. C'est-à-dire c'est un poème adressé. Et qui est ce Memmius? C'est intéressant. Alors, j'en sais rien moi. C'est un noble, un aristocrate, un noble en fait, quelqu'un de la noblesse, qui sans doute a commandé le poème parce que lui d'avoir ce poème commandé et à son nom en quelque sorte, qui s'adresse à lui. Ben, très certainement, pour lui, c'était, ça le gratifiait, en fait. Ça le gratifiait, ça devait l'installer à un endroit... c'est des places, en fait. Ça lui donnait une place. Bon. Et il n'y a pas de raison de penser qu'il est absolument convaincu, mais la pensée l'intéresse, comme elle nous intéresse. Il n'y a pas non plus de raison de penser qu'il ne l'est pas convaincu. On n'en saura jamais rien. Donc, pamphlétaire, je ne crois pas vraiment. Je pense qu'il déploie la pensée d'Épicure au mieux dans les vers latins qui sont les siens et avec son souffle épique, le souffle épique qui est le sien, quoi. Ok. Et donc, l'art poétique. Politique. Oui, j'ai dit art poétique, art politique, c'est la première. C'est le premier chapitre du petit carnet, là. Parce que tout le début, quand on a cette ode à Vénus, donc Vénus, déesse de l'amour, déesse de la vie en fait, déesse de la vie qui se fait, de la reproduction, c'est ça. Hein. Tout le début, en réalité, il explique que la vie, elle fait durer les générations de genre en genre, d'espèce en espèce, etc. C'est elle qui fait la vie. En fait. Et donc c'est une grande célébration comme ça de Alma Mater. Et il y a ce moment dans le poème, assez vite en fait, après le début, où il dit à Vénus, vous connaissez l'histoire, Vénus et Mars, Aphrodite et Arès, ils étaient des amoureux en fait. Et Arès, c'est le dieu de la guerre. Voilà. Et donc il les met en situation, dans une scène hyper érotique où il dit embrasse-le, chère Vénus, tout ça, que vos souffles se mélangent, mets-toi dessus, dessous. Enfin bon, il y a vraiment une description en fait de l'amour entre Vénus et Mars, parce que à ce moment-là, la rage des guerriers, les guerres vont s'arrêter. Et enfin, mon Memmius, là, pour qui j'écris le poème, il va pouvoir enfin pouvoir un peu réfléchir à ce que je lui raconte et à s'intéresser à ce que c'est que la nature des choses, en fait. Donc, il va enfin s'intéresser aux choses qui comptent réellement, à savoir la philosophie, réfléchir en mode multiple. Et on va arrêter, nous, les Romains, de mener des guerres, en fait. Alors, c'est pour ça que je dis que l'art poétique, qui est ce que déploie Vénus, parce qu'elle fait les mondes, elle crée le monde, en fait, elle crée les mondes. Et d'ailleurs, il y a des passages incroyables où faire le monde, c'est aussi faire le poème, en fait, puisqu'il compare les syllabes, les lettres, les syllabes et les mots à des primordia rerum, ce que je vous ai dit, ce qu'on pourrait traduire à tome ou au premier morceau des choses, etc. Donc en fait, faire le monde ou faire le poème, il y a une équivalence quoi, totale. Et du coup, art poétique pour cette raison, mais art politique parce que la poésie, pour une fois, a le pouvoir d'arrêter la guerre. Alors on le rêve, hein, c'est pour ça que je disais que c'était un peu provocateur, parce que évidemment, hélas.
Qu'est-ce que vous faites quand ça résiste vraiment très très fort? En fait, il y a des moments où je trouve c'est vraiment pas une critique, une observation négative, mais il y a des moments où je trouve que votre poésie, mais oui, quelque part votre poésie, votre traduction, la poésie de votre traduction est assez elliptique. Et je me demandais si c'était pour coller au plus près. Ah oui, je colle, oui. Ah oui, j'adapte jamais. Enfin, vraiment, alors ça, pour le coup, je peux en parler un peu précisément, parce que j'ai des règles de traduction, en fait. Et donc, primordia rerum, pour ne pas le nommer, parce que quand même, ça revient très, 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 très souvent dans le poème. Je le traduis, vous entendez le neutre, primordia, et après on a un génitif. Moi je fais pareil, hein. Les morceaux premiers des choses. Voilà. Je traduis, on aurait pu dire les corps premiers aussi, mais quelquefois, Lucrèce lui-même, il dit corpora prima. Alors je me garde corps premier pour quand il dit corpora prima. Enfin, voilà. Et chaque fois, je traduis de la même façon. Il n'y a pas un moment où je vais traduire atome, en fait. Il n'y a pas de raison de traduire atome, parce que atome, ça vient du grec. Justement, il dit qu'il sort du grec pour faire du latin, pour faire Épicure en latin. Si on lui remet du atomos, bon, bref, il y a plein de raisons. Et j'essaie de faire ça pour tous les verbes, parce qu'en fait, il a un latin qui utilise peu de mots. Enfin, peu de mots, je ne vais pas les compter, mais enfin, il y a beaucoup de verbes qui reviennent, en fait, et aussi de mots introducteurs. C'est le propre du latin ou du grec aussi, hein, d'avoir des mots qui introduisent les propositions et les phrases. Mais là, c'est vraiment, vraiment très marqué. Praeterea, on en a plein comme ça qui commencent en fait les phrases. Et tout ça, je tente. Alors quelquefois, je ne peux pas parce que ça serait extrêmement lourd. Mais la plupart du temps, je traduis un mot par un mot. C'était aussi ce que je faisais pour Ovide, en fait, où je traduisais un mot pour un mot, c'est-à-dire le même mot qui revient en latin, il va revenir, c'est le même qui va revenir en français. Et c'est pas évident. Surtout quand on est c'était plus facile pour Ovide, ça. Mais là, quand on est dans un poème qui est extrêmement abstrait, parce que c'est un poème abstrait, ça abstrait encore plus parfois. Donc, c'est à mesurer, à doser. Et c'est ce que j'essaie de faire, de doser. Et en même temps, ça donne au lecteur lambda, pour lequel moi je suis vraiment un lecteur lambda pour Lucrèce et les auteurs classiques, je trouve que ça donne aussi une invitation à réfléchir comme vous l'avez fait, et de ne pas courir, comme vous disiez, au sens attendu, parce que la structure de la phrase est limpide, et puis à un moment, non. Elle ne l'est plus. Il y a un génitif probablement qui a un ablatif absolu derrière, ou un truc comme ça. Et là, il faut s'arrêter, il faut dire non, c'est pas un traité de physique de vulgarisation qui a été fait il y a 10 ans, ou un truc comme ça. C'est la transcription d'une pensée très ancienne. Et justement, est-ce que alors, je vous ai dit que j'avais parfois abusé des anachronismes. Donc j'avais abusé parfois des anachronismes et voilà, j'ai perdu ma question, tiens. Si, c'est bon. Vous traduisez quel est l'objectif le plus important? Enfin, j'imagine que la réponse c'est un peu des deux, mais vous pensez que qu'est-ce qui est comment ça se dose justement entre les deux? Rendre intelligible un texte qui est ardu, et Dieu sait si c'est un texte ardu. C'est tout l'enjeu. Ou alors rendre sensible le mode de pensée d'un homme qui vivait il y a 2000 ans. C'est-à-dire comment les idées s'organisaient dans la tête de Lucrèce, finalement. Alors même pas propre à Lucrèce. Peut-être pas forcément les idées dans la tête de Lucrèce, mais le monde qu'est ce poème, en fait. Le rendre à la fois pas inintelligible, je dirais. Alors, intelligible, évidemment. Personne ne souhaite... je pense tout d'un coup à la traduction de Klossowski de l'Énéide, où franchement, en français, on ne comprend pas grand-chose. Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai. Ça peut être tentant, en fait, de faire plus latin que le latin en français, ou presque. Voilà. Mais non, c'est pas l'objet non plus, même si... c'est intéressant quand même de faire entendre le latin dans le français ou le grec dans le français, etc. Mais c'était pas l'objectif, donc c'est vraiment pas du tout, surtout dans ce texte difficile, l'idée n'est pas de le rendre encore plus difficile, pas du tout. En revanche,
n'est pas non plus du tout l'objectif de simplifier, du tout, ni de le rendre accessible pour un public d'aujourd'hui, etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment l'attention à ce que je disais, aux répétitions du vocabulaire, à regarder comment ce vocabulaire se répète et vient scander le texte, mais aussi à la scansion, parce qu'il y a déjà une scansion. On est un hexamètre dactylique, et l'hexamètre, c'est un long vers. C'est un vers qui est impair, enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais enfin, qui se coupe pas au milieu. C'est pas l'alexandrin, l'hexamètre. C'est un vers où il faut en faire entendre quelque chose de l'imperfection, de la bascule, de quelque chose qui est un peu entre les deux. Et de la longueur aussi. Et alors, comment on fait? Moi, je n'écris pas des hexamètres français, hein, je ne sais pas faire, je n'ai pas l'oreille, je ne crois pas. Ben, en fait, j'ai parlé des mots, et peut-être je n'ai pas parlé de la structure et de la syntaxe et de la grammaire. C'est d'être attentif aussi à ce que fait l'auteur, ce que fait Lucrèce, avec la grammaire. Et quelquefois, par exemple, bien sûr que les verbes sont à la fin, mais lorsque le verbe il est extrêmement loin de son sujet, de son objet, qu'il arrive en contre-rejet d'un vers au 6e vers, ben, j'en fais quelque chose, par exemple, de ça. C'est être attentif, en fait, aux distorsions, en fait. Parce que le latin de Lucrèce, c'est pas le latin. Enfin, personne n'écrit du latin. Ovide, il écrit des textes propres, en fait, dans la langue qu'il invente pour l'occasion, qui n'est pas la même s'il écrit les Héroïdes, ou s'il écrit les Métamorphoses, ou s'il écrit l'Art d'aimer. Et bien, Lucrèce, c'est pareil, il écrit un latin, il écrit un poème, plutôt, qui se déploie au fil. Voilà. Donc, c'est tenir compte de tout ça, en fait, pour rendre, alors je crois que vous l'avez dit, c'est sensible, ce qu'il fabrique, mais au sens propre, hein, ce qu'il fabrique. Et c'est ça qui vous permet également de contribuer à ce... Parce que j'ai bien eu l'impression que ça vous irritait la différenciation qu'on pouvait faire de temps en temps entre un poète et un philosophe. Lucrèce, d'un côté, c'est un poète et d'un côté, c'est un philosophe. Et c'est dans cette fidélité à la langue que vous trouvez que la question s'ignore, en fait. C'est dans la fidélité à la langue, en effet, au poème tel qu'il est en train de se faire devant nous, de se refaire, que la question, c'est un poète ou c'est un philosophe? Après tout, voilà. C'est pas super passionnant comme question. Non, mais c'est la question qui a enfermé Lucrèce, en fait, très longtemps, non? Il me semble, hein. C'est la question, quand même. Et c'est comme la question bon, je disais qu'il était matérialiste, relativiste, en fait, qu'il pouvait sonner très, très moderne. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est intéressant ou pas de le dire? Est-ce que vous vous en foutez, ou est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous vous en foutez? Bon, moi, ça m'a intéressé. Après sur le plan des idées, il faudrait là aussi que j'ai des choses précises à dire. On va aller trouver un extrait là-dessus. Un peu moi, il y a des passages chez Lucrèce que j'aime beaucoup, beaucoup, qui ne sont pas de l'ordre de la pensée ou de la philosophie, mais la philosophie est dedans pour autant. Moi, je les appelle des moments d'emballement. Il s'emballe. Il s'emballe et ça commence et ça ne s'arrête pas. Et ce sont des moments à chaque fois cosmogoniques. C'est-à-dire tout le cosmos est appelé. Le ciel, la mer, la lune, tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors, ça c'est au livre 1. Il parle des vents, des eaux et des flammes. Alors, il les met dans le même sac, les eaux, les vents et les flammes, parce que ce qu'ils ont de commun, c'est d'être faits d'éléments invisibles. Les corps, les corpora, les primordia rerum, ils sont invisibles en fait. Pourtant, les objets, les choses sont visibles. Alors, il nous dit, écoute. Il est par la Mémius, hein, écoute. Il y a des corps, il faut le dire, qui sont dans les choses et qu'on ne peut pas voir. Au début, la force du vent vive fouette le port, rue sur les immenses navires et disperse les nuées. Parfois, parcourant les plaines d'un rapide tournoiement, il les jonche de grands arbres et les hautes montagnes les secoue de souffles briseurs de forêt, fait fureur, rude, grondement, mer sauvage,
menaçant murmure. Il y a donc les vents, corps aveugles, qui balaient la mer, les terres, les nuées du ciel, les blessent en un tournoiement brusque. Ils fluent, font durer le carnage, la nature légère de l'eau se porte soudain en fleuve abondant, que grossit sous de fortes pluies, venues des hautes montagnes, la course de l'eau, traînant bouts de bois, bouts de forêt et bois entiers. Les ponts solides ne peuvent soutenir la force subite de l'eau, ainsi, troublé de grosses pluies, court le fleuve, force vive, contre les piliers. Il fait à grand bruit carnage, il roule sous ses ondes des rochers géants, il rue devant ce qui gêne ses flots. Ainsi vont les flammes du vent, qui, comme un fleuve vif, se couchent, où elles veulent, poussent et ruent en élan incessant, maelstrom tortueux, s'arrachent et tournent rapides, tournoient, charrient, encore et encore. Les vents sont des corps aveugles, par leurs faits et gestes, on les trouve rivaux des grandes rivières qui sont, elles, de corps visibles. Donc je crois qu'on entend un peu l'emballement qui est aussi dans beaucoup d'assonants, de airs, de rudoiements, de tournoiements, de murmures, etc. Il y a du mouvement et il y a du bruit en fait. Eh bien oui, parce qu'avant de recevoir votre livre, je m'étais plongé dans la traduction de José Cagny-Turpin. Qui est vachement bien. Hein. Ouais, que j'ai trouvé vachement bien. Et bah oui, voilà, c'est ça, je l'ai trouvé vachement bien. J'ai été vraiment très surpris, en particulier dans le chant 1, là, comme ça, où ça déballe, que je ne m'attendais pas du tout à apprendre à être quelque chose d'aussi échevelé que c'est. Et pourquoi quel est le processus qui amène à rajouter une traduction sur une... Puisque effectivement, le plaisir. Le plaisir. Alors là, on va pas. Celle de Cagny-Turpin, elle est vraiment bien. Et puis elle est. Alors pour le coup, elle est hyper légitime, avec des gros guillemets, hein, si on veut, du point de vue de la science, en fait. Cagny-Turpin, elle documente et elle annote le poème de Lucrèce comme un poème épicurien, en fait. Et comme j'ai eu la chance de faire un débat avec elle sur le livre 1, parce que le livre 1, il est au programme de l'agrégation cette année, encore. Je ne sais pas si ça sera l'année prochaine encore, je ne sais pas. Et c'était hyper intéressant de débattre des choix de traduction avec quelqu'un comme elle, qui est à la fois d'une tellement grande connaissance et science et à la fois tellement ouverte à des propositions qui sont peut-être moins scientifiques, mais pour autant justifiées tout le temps, mais peut-être plus littéraires, etc. Elle est, vous diriez qu'elle est dans une... Enfin, plutôt vous, par rapport à elle, vous êtes dans une optique plus ceci, moins cela, vous ne sauriez pas le caractériser? Bah, si, j'ai dit que j'étais pas dans la... Enfin, moi, heureusement qu'elle est là enfin, en tout cas que son travail précède, pour que, quelquefois, quand je comprends pas à quoi fait allusion Lucrèce là, parce que j'ai pas tout le background épicurien, bah, bien sûr que je vais chercher chez elle et chez d'autres, hein, mais aussi chez elle, oui. Et il y a une autre chose qui m'a paru structurer très fortement le poème en son entier, c'est des oppositions qui sont un peu binaires, tout le temps, et qui sont pour autant jamais vraiment résolues. Il y a toujours, ça part, on part l'ombre, la lumière, et il y a toujours un peu ce truc de pensée multiple qui fait que on décale le débat, et en fait c'est pas le fait qu'il y ait une opposition entre l'ombre et la lumière qui soit intéressant, c'est quelque chose que vous avez rencontré fréquemment dans le texte? Oui, le fini, l'infini, l'ombre, la lumière, le vide. Ah bah oui, la grande opposition, c'est les corps et le vide, en fait. C'est peut-être c'est ça que j'ai pas dit au début, en fait. Si le vide, c'est vacuum, le néant, le vide, en fait. Les corps, ils pourraient pas se déplacer s'il y avait pas de vide, en fait. Donc c'est cette alternance de vide et de corps qui est toute l'articulation de sa pensée. Donc oui, c'est exactement ce que vous dites. Le vide, c'est l'élément différent des autres éléments. C'est celui qui permet de les poser tous. Ouais, qui se déplace, qui puisse fabriquer des corps.
Est-ce qu'il y a des gens plus férus que moi en latin, plus savants, tout ça, qui ont envie de poser des questions, vu l'occasion qui vous est donnée de parler à une traductrice ou est-ce qu'on continue avec mes questions pas très... Oh bah si, hein, c'est bien. bon. Non, sans blaguer, hein, je peux vous prêter le micro si vous voulez poser des questions. Mais sinon, j'en ai encore d'autres. Ok. Une question que je me posais, c'est une question tout à fait triviale, mais surtout par rapport à quelqu'un qui traduit des textes antiques. Mais qu'est-ce que vous pensez de la possibilité, de la pertinence, de l'utilité de traduire des textes français du 17, 18, 19e siècle, de les traduire en français de maintenant, non pas pour les abêtir, pour les mettre au goût du jour, etc., mais pour restaurer parfois le sens. Par exemple, on sait que le vocabulaire racinien n'a plus rien de... C'est dommage, non? Ah, je sais pas. J'en sais rien, j'avais si je vous pensé demande à ce ça. que vous pensez, c'est pour avoir Mais votre ça se avis. fait on Non, le fait à ma connaissance, non. J'en sais rien. C'est le jour où les tragédies de Racine, on ne peut plus les comprendre, comme c'est vrai qu'on a du mal à lire dans le texte peut-être Rabelais ou Montaigne, je pense qu'on a du mal, et qui sont... que ce sont des textes qui sont traduits ou accompagnés. Il y a des éditions qui accompagnent très bien. Alors ça, je n'ai pas posé la question pour des textes du 17e ou du 18e parce que je ne pensais pas qu'on avait changé d'air à ce point. Mais après tout, tout est possible. Hein. Après tout est possible. Enfin, je veux dire, ça dépend des objectifs qu'on a en fait. Si c'est parce qu'on n'arrive pas du tout à les lire, je trouve dommage qu'on n'arrive plus du tout à les lire. Mais on peut faire toujours des adaptations. Mais je ne sais pas. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est par exemple, pour la réécriture, j'adore ça, l'idée de la réécriture, du plus. Pourquoi pas? Mais pas pour la raison pas pour simplifier, en fait. Pas pour. Mais si on veut réécrire Phèdre, on réécrit Phèdre, c'est génial. En fait, d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont fait ça, non? Ça se fait toujours, non? Antigone. Ça se fait au théâtre principalement. À chaque fois que vous voyez une Phèdre, elle est différente de celle que vous avez vue la fois précédente. Et un autre point de détail, qui m'a vachement surpris dans ce que vous avez écrit. Est-ce que c'est Lucrèce ou est-ce que c'est Épicure qui a inventé le cœur symbolique, puisque vous dites que c'est vrai, ça date de là. On peut le dater aussi précisément que ça. Vous savez Parce que vous dites que le cœur, chez les Grecs, ça désignait une autre région du corps. Oui, oui. Alors c'est où ça? Je ne me rappelle plus. Oui, Cardia. C'est Cardia qui... je ne me rappelle plus du passage. Je vois le passage, mais je ne me souviens plus du raisonnement, en fait. En fait, vous dites que le raisonnement, ça je m'en souviens à peu près, je ne me souviens pas moi non plus du passage, c'est que les Grecs disent cardia pour désigner l'estomac ou la partie centrale de l'abdomen, oui. que on désigne le cœur, l'organe symbolique du cœur par... non, j'ai oublié le raisonnement moi aussi, et que lui il choisit d'utiliser corps. Oui, enfin, alors je ne me rappelle plus qui a dit que Lucrèce, mais c'est Cicéron, je pense, c'est Cicéron qui critique pas mal Lucrèce, je pense, et qui dit que en fait il a traduit cardia par corps en latin, alors que c'est une traduction impropre, puisque vous avez compris qu'il traduit entre guillemets, il réécrit Épicure, le système épicurien, et que du coup, il rend sensible, en fait. Il met, puisqu'il traduit par le cœur, qui est le cœur, l'endroit de la sensibilité, etc., alors qu'il aurait fallu traduire, je ne sais pas, foie ou autre chose. Et du coup, Cicéron dit, mais en fait, il n'a rien compris à Épicure, enfin, un truc comme ça. C'est ça, hein? Ok. C'est Cicéron, le grand détracteur, non? Cicéron, pardon. C'est Cicéron qui critique la lecture de Lucrèce, d'Épicure par Lucrèce. Vous nous liriez peut-être un dernier passage ou Alors peut-être un différent pour un... Oui. Ah oui, un très connu. Pour le début du chant 2 commence, c'est le Suawe, Mare, Magno,
Ça devient très chanson. difficile à traduire parce qu'on commence par un adjectif au neutre. Voilà, donc j'ai varié. Il y a eu beaucoup de versions de ce passage qui est quand même, que j'ai trouvé très difficile. Et juste d'être attentif, il y a dans le passage, je pense, 5 ou 6 verbes qui veulent dire voir, qui sont du champ sémantique de la vue, qui sont différents en latin. C'est tout un passage sur ce qu'on voit et à quel endroit on est quand on prend connaissance des malheurs des autres, en fait. Alors voilà ce que j'ai essayé de faire, c'est pas définitif. D'où la mer grosse de vent troublant les flots, depuis terre, de regarder la grosse peine des autres. Quelqu'un est blessé, ni plaisir, ni volupté, mais il est doux de voir à quel mal tu échappes. Doux d'observer les gros combats de guerre dans les plaines, sans ta part de danger. Rien de plus agréable que d'habiter les hauts lieux bien protégés de la pensée des sages, ces temples sereins d'où contempler les autres, les voir ici et là errer, chercher à l'aventure leur chemin de vie, lutter avec talent, tendre à la noblesse, nuit et jour s'efforcer, peine remarquable de se hisser aux plus grandes richesses, en maître des choses. Ô pauvres intelligences des hommes, cœurs aveugles, quelles ténèbres et combien de dangers de vie pour un petit bout d'âge. Tu ne le vois pas que la nature hurle? Elle ne hurle que ça. Douleur, sépare-toi du corps, disparais. Esprit, jouis du plaisir des sens, sans angoisse ni peur. Merci. Merci. Mais c'est pas la traduction que vous avez mis dans le J'ai un peu changé déjà. Ah, c'est ça. C'est pas fini, hein, c'est écrit. Hein, il y a plein de choses qui sont en mouvement. Et alors justement, c'est le mouvement. Hein. Pourquoi il y a tant de temps entre la sortie du carnet de la traductrice Parce que je corrige. Ah, ok. Mais c'était pas prévu de sortir les deux en même temps au départ ou... Non. Non, parce que c'est bien, vous avez le temps de lire celui-là, octobre, et ça donne envie de lire l'autre, et ça fait peu appel, quoi. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie, merci de votre présence. Il s'agissait à l'instant de Marie Cosnet, autour de la publication aux éditions de l'Ogre de son ouvrage « Le tourbillon des choses » lors d'une rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la Semaine de l'Antiquité en partenariat avec l'Association de la région toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes. Enregistrée le 16 mars 2026 et réalisée et mise en onde par Radio avec Radio Plus et Radio Terre.